Bonjour mes amis, alors je viens réagir un petit peu aux news. Vous savez, il y a d'abord cette histoire du plan Borloo, plan pour les banlieues. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'ai entendu un plan pour les banlieues, je me suis dit, tiens, ce n'est pas la première fois que j'entends cela. Et donc, j'ai été immédiatement googlé pour voir un peu s'il y a eu des précédents plans pour les banlieues. Et effectivement, il y en a eu pas mal. Je me suis même rendu compte que le premier plan pour les banlieues, je crois, il date de 1973, comme diraient les Suisses. Donc, ça fait bien 40 ans, plus, qu'il y a des plans pour les banlieues. Maintenant, j'ai constaté autre chose, parce que au départ, il y avait des plans qui étaient dotés, on va dire, d'une manne financière assez modeste. Parfois, on parlait même en millions. Alors que là, on constate une inflation exponentielle littéralement. Et là, on arrive à 48 milliards d'euros de plans pour les banlieues. Alors le truc, c'est que, vous savez, quand un fonctionnaire de l'État annonce qu'il a un pactole de 48 milliards à dépenser pour X, Y, vous inquiétez pas, les gens, il y a des gens dehors, là, qui nous écoutent, dont le métier est de défixer l'argent de l'État. Donc s'ils savent qu'il a 48 milliards, vous inquiétez pas, ils vont les lui prendre. Donc il va les dépenser, ces 48 milliards. Est-ce qu'il va obtenir quelque chose en retour? Non, pas grand-chose. En fait, je sais. Il va obtenir peut-être un semblant de paix durant le quinquennat de M. Macron qui lui permettra d'être facilement réélu pour un second quinquennat. Alors, je failli dire septennat. Vous savez, je suis de l'ancienne génération, on ne se refait pas. Alors, vous savez, en termes d'acheter la paix, 48 milliards, ça t'achète quoi? En fait, tu ne vas pas très loin avec cela, parce que si vous regardez, vous vous rappelez l'histoire de... Il y a une histoire avec Théo, vous vous souvenez l'affaire Théo, hein? Il a eu un mail à partir avec les flics, il dit qu'ils lui ont été familiers. Après, monsieur Hollande, littéralement, il l'ont retiré du sommet, ou je sais pas quoi, et ils l'ont ramené avec sa mine d'ahurie à l'hôpital. Vous savez qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Alors, je ne sais pas si elle est toujours ouverte, si elle a été fermée ou s'ils ont perdu le dossier. Mais il s'agissait littéralement de la famille donc, de ce jeune qui aurait détourné, blanchi, indûment reçu 700 000 euros. D'accord? On parle presque d'un million pour une seule famille. D'accord? 1 million. Dans 48 milliards, il y a 48 000 millions. D'accord? Donc ça va très vite pour acheter la paix. Si tu as envie d'acheter la paix, ça va très vite. Le problème, c'est que si tu regardes la pauvreté en France, parce que justement, le système français tend à dire qu'il y a un rapport entre l'exclusion sociale, entre la pauvreté et la violence. D'accord? Donc quand quelqu'un est pauvre, quand quelqu'un n'a pas de quoi manger, tout ça, il a tendance à caillasser les pompiers, il a tendance à brûler les voitures, il a tendance à faire des tournantes, il a tendance à mettre le feu aux poubelles et créer un guet-apens pour les pompiers. Il a tendance à tabasser les médecins urgentistes qui viennent. Il a tendance à loger des terroristes. D'accord? On va savoir que c'est des terroristes, bien sûr. Alors, c'est ce que le système veut nous faire accroire. D'accord? Mais personne n'est dupe. Parce que si vous regardez, la pauvreté en France n'est pas dans ces zones dites sensibles ou dites quartiers. Okay, ce n'est pas là-dedans qu'elle est. Elle est chez, par exemple, les agriculteurs, dont beaucoup se suicident chaque année, qui travaillent 7 jours sur 7 et qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. D'accord? Par exemple, juste pour vous donner un exemple. Pourtant, à quand remonte la dernière fois qu'un agriculteur ou un éleveur, n'est-ce pas, a caillassé un pompier? D'accord? Vous pouvez chercher, je n'ai pas trouvé. D'accord? Donc voilà, c'est encore, je pense, une tentative désespérée. Mais bon, il n'est pas désespéré, Borloo. Moi, je pense que Borloo n'est pas tombé de la dernière pluie. Je pense que il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il n'a aucune illusion. Il est juste, il veut acheter la paix. Et il sait que en France, il y a une fracture, pas une fracture sociale, une fracture civilisationnelle qui est de plus en plus profonde. Et donc, il essaye
il essaye de verser des milliards, littéralement de l'argent par hélico, en espérant acheter un peu de paix. Mais bon, il n'a rien acheté du tout, quoi. Ça va juste apporter le calme pendant quelques temps, et puis bon, voilà. Donc ça, c'était la première idée que j'avais en tête. La deuxième, de laquelle je voulais vous parler, c'était au sujet de la Belgique. Alors, vous savez que en Belgique, il y a un parti islamiste déclaré. D'accord. Et donc, le représentant ou un des représentants de ce parti arrive littéralement à la télé, donc, ou vu au-dessus de tout le monde, et il affirme que la Belgique deviendra un État islamique avec tout ce que cela peut supposer. D'accord. Si vous ne savez pas ce que le mot État islamique suppose, allez voir comment vivent les occidentaux, les chrétiens, les juifs, les femmes, tout ça, enfin plein de gens, sous même les gens normaux. Hein. Tu vois, un truc pareil, normalement tu coupes la vidéo là, tu la refais, hein, d'accord. C'est... Ok, j'espère que personne ne va m'en vouloir, j'espère qu'on va pas me tomber dessus pour cette histoire. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, je disais qu'il annonce la couleur assez clairement, le monsieur. D'accord. Donc j'aimerais quand même rappeler à ceux qui parlent tout le temps de Takia que le plan est est exposé et sur la place publique. On en parle même à la télé. Par contre, j'étais venu à la base formuler une mise en garde parce que j'ai vu que les propos de ce monsieur ou de ce parti sont parfois accueillis avec une forme de condescendance amusée. Hein. Les gens sont tellement estomaqués, ils ont l'impression de voir un type, genre Jacouille la fripouille, le Jacouille la fripouille des Bédouins, littéralement, sortir d'une forme de Moyen-Âge qu'on croyait révolu, et puis tenir des propos incohérents ou anachroniques par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Cela dit, j'aimerais quand même formuler cette mise en garde. C'est que en Algérie, je vous rappelle, je viens d'Algérie, bon voilà, personne n'est parfait. Donc, ouais, enfin, vous avez compris, je viens d'Algérie, c'est tout ce que je voulais dire, il n'y a rien d'autre. Alors, je disais que quand les islamistes sont arrivés, d'accord, dans notre pays, ils ont attaqué des quartiers, des villes et tout ça, qui ont commencé très rapidement à changer de visage. En quelques années, ces régions-là, ou ces quartiers, ont profondément changé de visage. Ça signifie que la majorité des femmes étaient voilées, il y avait des prières de rue, la vie s'arrêtait pour la religion devenait omniprésente, tous les jours de la semaine, le ramadan, tu ne reconnaissais plus l'endroit. En fait, mais ce n'était pas généralisé à tout le pays. Ça a commencé par certaines régions. Alors, je vous explique. Des années après cela, les premiers islamistes arrivent à la télé. Okay, ils arrivent à la télé. Et au moment où ils arrivent à la télé, leur discours, c'est vrai qu'il surprend. Leur discours surprend qui? Ne surprenait pas ceux qui vivaient déjà littéralement sous califat. D'accord? Il a surpris qui? Il a surpris l'autre Algérie, cette partie de l'Algérie qui n'avait pas vu venir et qui ne savait même pas ce qui était en train de se passer, des fois dans l'Algérie profonde, ou dans l'arrière-pays, ou dans certaines villes autres. Il y a des gens, ils trouvaient ça drôle, ils voyaient ces islamistes passer à la télé, et ils accueillaient leur discours avec justement ce mépris, cette condescendance et tout ça. Et ils n'ont pas réalisé que ces gens qui passaient à la télé étaient les signes avant-coureurs d'une page historique qui est en train de se tourner. D'accord? C'est ça qui est terrible. Et donc, in fine, on arrive à quoi? On arrive, fast forward, des années plus tard, ces islamistes-là, tout ce qu'ils nous avaient prédit à l'époque, s'est réalisé, au-delà même de leur espérance. Et je vous rajoute un truc, c'est quand ils passaient à la télé, pratiquement tout le monde était islamiste, et les rares personnes qui étaient contre le projet islamiste, c'est ceux-là qui passaient pour des drôles. C'est ceux-là qui étaient regardés avec mépris et avec condescendance. D'accord? Donc ça s'est inversé. Ce qui fait que j'aimerais quand même attirer votre attention sur ce phénomène-là, que ce monsieur parle d'un projet extrêmement sérieux, extrêmement bien financé. Il a commencé il y a à peine 1400 ans, donc ça date pas d'hier. Et le groupe auquel il appartient sont passés maîtres à évincer les peuples
de leur propre pays. Donc attirez le tapis sous vos pieds et puis vous vous retrouviez sous califat ou étranger ou esclave dans votre propre pays sans jamais avoir compris. Enfin, c'est peut-être pas vous, mais probablement vos enfants se retrouveront esclaves sur la terre de leurs ancêtres. C'est un peu, voilà, un peu c'est un état de choses qui malheureusement est un peu partout. Alors, j'avais donc une feuille où j'avais noté 3 points que je voulais évoquer. Donc je voulais évoquer le plan Borloo, je voulais évoquer cette histoire de Belgique, et je voulais évoquer un troisième truc. Lequel troisième truc je je l'ai plus en tête. Quand j'arrêterai la vidéo, il va me revenir. Bon, petit truc ça n'a rien à voir avec ce que j'avais sur la feuille, je me rappelle plus ce que j'ai mis sur ma feuille. Enfin, c'est par rapport aux identitaires qui font ces rondes à la frontière. Alors j'ai appris qu'ils signalent donc les migrants à la police et la police les arrête. Et alors ma question, moi, c'était ils en font quoi les flics? Ils en font quoi? Voilà. C'était ça la question importante que je me posais. Parce que les flics, ils vont pas les mettre dans un avion et les envoyer je ne sais pas où. Ils vont les ramener à l'intérieur du pays, les mettre dans des centres d'accueil. Et il paraît, les gens m'ont dit que si au bout de 45 jours, ils n'arrivent pas à localiser d'où vient la personne, et je veux dire, localiser d'où vient certaines personnes, c'est pratiquement retrouver Ben Laden. Je veux dire, c'est pas évident du tout, quoi. Parce que le problème de la protection des frontières, justement, c'est que nous vivons une époque où les gens se déplacent, peuvent se déplacer, la preuve. Et certains pays sont plus attractifs que d'autres, je vous ai expliqué. La France est particulièrement un pays particulièrement attractif. Et donc, une fois qu'il rentre chez toi, il est à toi. Une fois qu'il pose les pieds de ton côté de la frontière, il est à toi. C'est ta propriété à vie pendant des générations, en fait. Pourquoi? Et après, il faudra payer Borloo, ou le successeur de Borloo vienne distribuer des milliards dessus pour qu'il ne se révolte pas. C'est un peu ça l'idée. C'est que très souvent, les gens qui arrivent, il y a des gens qui disent oui, expulsons-les. Mais attends, c'est pas si facile que ça. Tu vas les expulser où? Pour expulser quelqu'un, il y a un pays de départ, c'est le pays là où commence l'expulsion, mais il y a un pays d'atterrissage, là où finit l'expulsion. Il va atterrir où, ton gars? Où? C'est ça le problème. Parce que ces gens qui arrivent, très souvent, ils ne disent pas d'où ils viennent. D'accord, ils n'ont pas de papier ou ils ont des faux papiers et tout ça. Et souvent, ils racontent des conneries aux autorités. Genre, le gars, il vient d'Algérie, il dit qu'il est du Maroc. Le gars, il vient du Sénégal, il dit qu'il vient du Ghana, et ainsi de suite. Et donc, ils ne disent pas la vérité aux autorités. Puis bien sûr, bon, ben voilà, t'as pas moyen d'obtenir l'origine exacte de la personne. Donc, quand tu vas dire, par exemple, aux Algériens ou autres, on a telle personne, nom, prénom, date de naissance, en fait, tout est faux. Le gars, il remplit tout faux. Les mecs, bon, ils font une petite enquête, ils regardent dans l'ordinateur, il n'y a pas de citoyen qui porte ce nom-là. Donc, ils rejettent la demande de la France. Et beaucoup de gens ont compris cela, ils le font exprès parce qu'ils savent bien que, bon, qu'au finet, ben, ils vont les relâcher. C'est tout, ils vont les relâcher dans la nature. C'est très simple. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Enfin, des choses dingues. Je sais pas. Je pense, je vais arrêter là aujourd'hui. Plein de choses en tête, je voulais vous en parler, mais chaque chose en son temps, je pense. Donc je vais revenir une autre fois et puis on en parle. À bientôt.